Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un update lecture. J'ai 4 livres à vous présenter pour une fois. Je trouve que c'est une quantité plutôt raisonnable, donc on y va. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Dark Romance de Penelope Douglas. Je vous en ai déjà un petit peu parlé dans une ou deux vidéos. Enfin, voici mon avis. Dark Romance, c'est l'histoire de Erika, une jeune femme qui a 19 ans, qui a toujours été amoureuse de Michael, qui est le frère de son ami d'enfance. Ils sont tous les deux issus de familles très aisées. Et en fait, il s'est passé quelque chose 3 ans auparavant qui a conduit à la mise en prison de 3 des amis de Michael. Et voilà, on ne sait pas très bien ce que c'était pendant une bonne partie du roman. Et en fait, l'histoire, c'est 3 ans plus tard, les amis de Michael qui sortent de prison et qui veulent se venger, Michael y compris. Je ressors de cette lecture assez déçue. Déjà, première chose, je ne pense pas qu'il s'agit réellement de Dark Romance, malgré le titre. Ce n'est pas aussi sombre que ce qu'on peut avoir l'habitude de lire dans ce genre. Voilà, si vous cherchez un titre pour lire de la Dark Romance, clairement, c'est pas le cas. Ici, c'est du new adulte un petit peu tordu, je dirais, mais c'est pas vraiment de la Dark Romance. En fait, ce qui m'a posé problème dans ce roman, c'est les personnages que je n'ai pas du tout aimés, avec lesquels je n'ai pas du tout réussi à sympathiser. C'est dommage parce qu'au début, ça partait plutôt bien. J'étais assez intriguée par cette histoire. Au début, j'ai du mal un petit peu à rentrer dedans, et puis une fois que tout était posé, je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée que Michael était un personnage bien plus sombre. En fait, je m'attendais à quelqu'un qui soit style un parrain de la drogue et que du coup, voilà, elle le rencontre dans une soirée mondaine. Enfin, je sais pas, mais je m'attendais pas du tout à cette description de la jeunesse dorée. Et du coup, j'étais un peu déstabilisée. Ensuite, une fois que je suis rentrée dedans, j'étais plutôt bien lancée dans ma lecture et je l'ai lu super rapidement. Mais alors, arrive un fameux chapitre 25, dont je vous dirai rien, rassurez-vous, mais qui a beaucoup fait parler de lui sur la lecture commune du forum, qui m'a complètement dégoûtée, quoi, qui est sorti de nulle part là et que je n'ai absolument pas compris et pas du tout apprécié. Et du coup, j'ai lu les dernières 100 pages hyper vite parce que je voulais juste m'en débarrasser histoire de connaître le fin mot de l'histoire. Mais je n'étais plus du tout impliquée dans le récit. J'étais même... Enfin, j'avais hâte de le terminer pour m'en débarrasser, vous voyez. C'est vraiment dommage parce que le sujet aurait pu être bien mieux exploité. Le problème, c'est que les personnages sont juste, mais horripilants, quoi. Déjà, Erika, c'est une tête à claque. Il n'y a pas d'autre mot, que ce soit dans les passages qui se déroulent quand elle a 16 ans ou les passages qui se déroulent quand elle en a 19, puisque le récit alterne entre présent et flashback. C'est une tête à claque. Elle va tête baissée dans des situations que tout le monde sent qui sont dangereuses, mais non, elle fonce. Elle se dit pas non, faudrait peut-être que je me calme là, ça a l'air trop dangereux, je vais rentrer chez moi, comme ça il m'arrivera rien. Non. Et je pense qu'elle fait exprès. Donc déjà, elle est très difficile à aimer. Et puis le personnage principal qui manque beaucoup de charisme en fait. Au final, on sait pas grand chose sur lui. Et j'ai pas eu vraiment l'impression de lire une histoire d'amour. Vous voyez, il y a une espèce d'obsession pour la vengeance de la part de Michael, mais au final, j'avais l'impression de lire de la part de Rika un béguin de jeunesse, vous voyez, et de la part de Michael juste, comment dire, une pulsion plutôt physique qu'autre chose. Quant aux amis, ils font vraiment flipper. C'est une ambiance assez malsaine, d'où je pense peut-être le raccrochement à la Dark Romance, et encore. En fait, dès qu'ils apparaissaient tous ensemble, ça me foutait les boules, quoi, parce que j'avais très peur d'une attaque ou de je ne sais quoi, là. Enfin, en tout cas, que la situation, voilà, change complètement à cause d'un geste malheureux ou ce que vous voulez. Et après, quand on nous explique un petit peu leur passé, leur intention réelle et tout ça, leur justification, ben c'est trop tard, quoi. Et surtout, c'est trop superficiel. Ce qui fait que, au final, on n'adhère à aucun personnage. Pour moi, l'histoire d'amour était complètement superficielle, s'il y en avait vraiment une. Et du coup, pour toutes ces raisons, et encore pas mal parce qu'effectivement, la description en fait de tout ce que ces personnages se permettent de faire parce qu'ils sont riches et donc intouchables,
c'est énervant, ça nous frustre. À la limite, ça aurait pu passer s'il y avait une meilleure explication derrière. Mais pour moi, ça n'a pas suffi. Et du coup, je ressors de cette lecture plutôt déçue. Et ce qui est très étrange, c'est que soit on la déteste, soit on l'adore. J'irai pas jusqu'à dire que j'ai détesté, même si j'ai détesté ce fameux chapitre 65. Mais voilà, j'ai vraiment pas aimé plus que ça. À la suite de ça, il me fallait une lecture un peu plus détente et j'ai lu Gaoupé de Fanny André qui est le tome 1 de Bound, une série d'urban fantasy publiée chez MXM Bookmark dans leur collection romance. Et c'était plutôt mignon. Clairement, c'est l'histoire en fait d'une banshee qui s'appelle Bane qui a pour but de punir les hommes qui sont coupables de quoi que ce soit. De venger les femmes en fait, c'est un esprit assez féministe vous voyez. Et le problème c'est qu'elle outrepasse ses fonctions et qu'elle va se retrouver punie à travailler avec un autre, comment on dit, un acolyte quoi, vous voyez, j'ai perdu le mot, quand ils sont en binôme, vous voyez ce que je veux dire. Elle va donc devoir se retrouver avec Dorian qui est un incube et tous les deux vont devoir mener une enquête auprès de peuples celtiques plutôt mignons, faisant partie de la mythologie en fait. On a d'un côté les leprechauns et d'un côté les brownies. Et on a un peuple du milieu aussi mais je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Bref, tout se joue sur fond de mythologie celtique. Ça aurait pu être un peu plus approfondi. À mon goût ça me manquait un petit peu de profondeur, d'explication. Beaucoup de termes balancés comme ça, pas forcément compréhensibles, mais bon. Outre ça, j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. En fait, ce premier tome vous donne vraiment un avant-goût de la série. Et ça avait un goût de trop peu, si vous voulez mon avis. Voilà, j'avais envie que l'histoire soit plus approfondie, qu'il y ait plus d'explications sur la mythologie ou surtout sur le passé des personnages, sur leur personnalité. Surtout sur Dorian, mais je pense qu'au final ça sera expliqué dans les tomes d'après. Du moins j'espère. En tout cas, j'ai passé un bon moment de lecture, c'était divertissant. C'était plutôt drôle parce que Ben est un personnage qui est quand même assez fonceuse. On va dire qu'elle castagne d'abord et ensuite elle pose les questions. Vous voyez ce que je veux dire, c'est ce genre d'héroïne un peu badass mais qui agit et qui réfléchit après. Donc ça amène à des situations assez cocasses, il faut l'avouer. Et puis j'ai bien aimé retrouver le personnage de Merlin et de Morgane. Voilà, c'était une bonne utilisation de tout ce qui est mythologie celtique, quoi, vous voyez. Et j'espère que ça s'approfondira par la suite. En tout cas, je regarderai avec attention les tomes suivants. J'ai ensuite lu un autre service presse qui est le tome 1 de The Team de Linda Eicher, compétition, qui parle de deux hockeyeurs, donc Dylan qui est un joueur de hockey professionnel et Samantha qui était une joueuse de hockey professionnelle et qui se retrouve eh bien, à devoir continuer ses études et trouver une autre voie parce que le hockey féminin n'est pas un sport forcément très reconnu ou du moins de manière professionnelle. Et elle va en fait rencontrer Dylan à l'occasion d'une démonstration et tous les deux vont passer du bon temps mais se quitter voilà comme ça quoi. Et en fait le coach de Dylan va demander à Samantha qu'elle devienne son coach personnel, c'est-à-dire qu'elle l'aide à améliorer ce qui ne va pas dans son jeu. Évidemment c'est pas évident pour eux de travailler ensemble après et tout ce qui a pu se passer entre eux. Voilà, petit résumé très succinct, j'ai passé un super moment de lecture, je ne m'attendais pas à ce que j'apprécie autant cette romance que j'ai trouvée vraiment très mignonne, très touchante, très feel good en fait. J'ai trouvé les héros géniaux. Alors là pour le coup je me suis vraiment... j'ai vraiment sympathisé avec eux. Samantha c'est une jeune femme qui est forte, qui a beaucoup de colère en elle, mais qui sait aussi ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour elle, qui prend des décisions qui sont pas toujours évidentes, mais qui au final sont justes en fait, qui sont nécessaires. Et quant à Dylan, je l'ai juste adoré. J'ai trouvé ça super rafraîchissant d'avoir pour une fois un personnage masculin qui est à l'aise avec ses sentiments, avec ses envies, qui est honnête, qui est humble. J'ai adoré son humilité, vraiment, c'est pas le type de mec qui se la joue, qui... Ouais, moi je suis hockeyeur professionnel et voilà, je
je peux me serrer tout ce qui passe, pardon pour la vulgarité, mais bon, quand on voit nos joueurs de foot, voilà, bref, j'ai vraiment adoré. Et tous les deux, ils se complètent vraiment très bien, ils se ressemblent beaucoup et donc ils se comprennent. Et ça fait du bien quoi, ça fait du bien d'avoir des personnages qui tournent pas autour du pot sans arrêt. C'était vraiment une super découverte, j'ai très hâte de lire la suite parce que j'ai vraiment hâte de retourner dans le milieu du hockey, même si bon, voilà, hein, c'est pas non plus un sport que je connais forcément ni que je regarde beaucoup, mais ici ça m'a vraiment intéressée. On retrouve un esprit de franche camaraderie qui est important dans le milieu du sport et dont on ne parle pas assez, je trouve, ces derniers temps. Et du coup, voilà, j'ai passé un super moment de lecture et je vous recommande cette romance si vous ne la connaissez pas déjà. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, c'est Flora Banks de Emily Barr. Ce roman parle d'une jeune fille qui a 17 ans et qui perd la mémoire toutes les 2 heures. En fait, elle a subi une opération quand elle avait 10 ans et à la suite de cette opération, elle a perdu une partie de sa mémoire, vous savez, la mémoire immédiate. Du coup, elle n'a des souvenirs que de la période de son enfance et pas après son opération, sauf un jour où elle embrasse un garçon sur la plage et miracle, elle se souvient de ce baiser. Et elle va tout faire pour garder ce garçon dans sa vie parce qu'elle sent qu'il peut la guérir de sa maladie, quitte à partir au pôle Nord pour le retrouver. Clairement, je ne savais pas à quoi m'attendre quand j'ai commencé ce récit. Je sais qu'Emily Barr est une auteure de thriller habituellement. Du coup, je m'attendais à un rythme un peu plus soutenu avec beaucoup d'action. J'imaginais une course-poursuite ou je ne sais quoi. Allez savoir le mot. Le fait qu'elle ait un article, pour moi, c'était lié à quelque chose qu'elle devait fuir ou qu'elle devait absolument trouver. Bon, bref, avec un sentiment d'urgence. Au final, on n'est pas du tout là-dedans. On est dans un young adulte très contemporain, très psychologique. J'ai bien aimé, j'ai eu un petit peu de mal au milieu du récit parce que je trouvais qu'il y avait quelques longueurs. Et évidemment, Flora perd la mémoire toutes les 2 heures. Donc, comme c'est Flora qui raconte à la première personne, quand elle est perdue, on est perdu. Quand elle se remémore tous ses souvenirs, enfin, elle se remémore pas ses souvenirs. Elle lit ce qu'elle s'écrit sur les bras ou dans son cahier pour, voilà, se raconter à elle-même ce qui s'est passé juste avant. Donc à chaque fois on relit avec elle et ça a un petit côté à la fois intéressant parce qu'on la voit réagir à chaque fois différemment ou en tout cas ça avance de manière différente, mais en même temps c'est assez répétitif. Vous voyez, c'est un point positif et négatif à la fois, ce qui est quand même original dans ce récit, mais voilà, ça peut ne pas plaire à tout le monde ce côté-ci. Après je trouve que l'auteur a très bien mené son histoire. Au final on s'attache à Flora, on a envie de savoir comment est-ce qu'elle va se débrouiller quand on la voit prendre l'avion pour aller en Arctique, mais je me disais mais comment elle va s'en sortir? Et cette fin qui est juste pleine d'espoir et en même temps qui a été déchirante, en fait quand il arrive du mal à Flora, enfin en tout cas quand elle a des problèmes, on s'ouvre avec elle et c'est là que je me suis rendu compte à la fin du récit que oui, j'avais beaucoup aimé Flora. Au début elle m'énervait un petit peu, je la trouvais très enfantine. Et puis en fait elle a énormément de courage, cette gamine qui ne sait même pas où elle est, qui elle est et qui pourtant a un but et s'y tient. Tout ça parce qu'elle se l'est écrit sur le bras. Enfin, je trouve ça très, très joli comme message d'espoir et c'était quand même un récit assez original. Voilà, je ressors de ma lecture contente de l'avoir lu avec une affection particulière pour ce personnage que je pense je n'oublierai pas de sitôt. Et voilà, cette table de lecture touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Vous savez que vos avis m'intéressent beaucoup. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis j'ai bien aimé retrouver le personnage de Morlin.